Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Notre invité de cette semaine est l'auteur de l'ouvrage de référence L'accompagnement, une posture professionnelle spécifique, mais aussi de nombreux autres, tels que la démarche d'accompagnement, la petite colère, éclat ou la femme lisse, accompagner ou la traversée des paradoxes, recommencer à vivre, crise, reprise et rencontre, leçon du silence, et un dernier ouvrage qui ne manquera pas de nous interpeller, qui est Société d'accompagnement, guide, mentor, conseiller, coach. Comment en est-on arrivé là? Bonjour Maëla. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder du temps. Et merci aussi à Yves Richez qui nous a permis de nous connaître et d'entrer en relation. Et est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas et nous raconter comment vous êtes arrivée à devenir celle que vous êtes aujourd'hui? Oui, donc l'idée c'est de retrouver le lien effectivement qui court à travers toute ma vie. Alors je vais déjà poser l'idée que je suis née en Normandie et précisément à Avranches, que je situe toujours en face du Mont-Saint-Michel. Ça n'est pas rien que d'être née en face du Mont-Saint-Michel. Je suis née il y a presque 75 ans maintenant, à Avranches, et je suis l'aînée d'une famille très nombreuse, puisque nous étions 11 enfants. Ce qui peut paraître paradoxal, je ne sais pas, tout en étant aîné d'une famille très nombreuse, donc de 11 enfants, j'ai été et je suis toujours très solitaire. J'ai peu d'amis, je dis toujours que j'ai plus de doigts que d'amis, et pour moi la notion d'amitié m'est très chère, c'est peut-être pour ça que j'ai des relations, mais des amis peu, voilà. Mon père avait décidé que nous serions tous musiciens. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la grande maison avec 11 enfants qui doivent s'exercer progressivement à jouer du violon, de la trompette, du cor, du violoncelle, etc. Moi, j'étais flûtiste. Voilà. Et pour tout dire, je cherche encore le fil. Je suis sûre qu'il se trouve dans cette histoire, dans cette famille, le fil qui me rattache à ce qui est aujourd'hui, qui nourrit ma réflexion aujourd'hui, et qui est l'accompagnement. Mais il y a peut-être un point particulier, c'est que dans mon histoire, déjà à 15 ans, parce que j'étais flûtiste, parce que j'avais le projet de devenir professeur de conservatoire, flûtiste, prof de musique, en fait. Voilà, j'avais ce projet. Eh bien, j'ai eu l'autorisation de quitter le lycée à l'époque où je n'étais pas une élève brillante. En tout cas, j'étais surtout une élève malheureuse. À l'école, pour moi, c'était terrible. Je me sentais vraiment en difficulté, alors que au conservatoire de Caen précisément, je trouvais vraiment beaucoup de joie à côtoyer les uns les autres, à participer à toutes sortes d'ensembles de musique, voilà. Et dans mon histoire, à 16 ans, il y a peut-être un lien ici, là, c'est qu'à 16 ans, dans l'école de musique où je me trouvais, il y a eu nécessité de trouver un professeur pour les débutants. Et c'est vers moi qu'on s'est tourné. Et je me suis retrouvée donc à 16 ans à enseigner. J'avais 6 heures par semaine. En plus, j'étais encore au collège, enfin lycée à l'époque. Et donc, je me suis retrouvée à enseigner à des enfants qui avaient entre 7 et 12 ans pour la plupart et qui débutaient le solfège avec tout ce que ça représente comme difficulté, parce que dans un conservatoire, apprendre le solfège, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était très ardu. Voilà. Et donc, ça, ce lien avec l'enseignement, je pense que ça a été un point important, peut-être, enfin, j'imagine, pour penser l'accompagnement aujourd'hui. Et à 20 ans, même chose, alors que je filais ma vie, si je puis dire,
comme jeune prof dans cette école de musique, eh bien la proviseure ou l'ascenseur du lycée vient téléphoner à mes parents, puisque je vivais encore chez mes parents, vient téléphoner un mardi soir chez mes parents et demande si le mercredi, à l'époque on allait encore à l'école le mercredi, Ouais. si le mercredi je pourrais prendre au pied levé comme ça, devenir prof de collège et de lycée. Voilà, il y avait un nouveau collège qui venait de se construire et donc j'ai débuté l'enseignement de musique, prof de musique en collège et en lycée, ce que j'ai fait pendant 17 ans. Et j'ai fait pendant 17 ans en parallèle l'enseignement en collège, en lycée comme prof de musique et en conservatoire, voilà, puisque c'était pas les mêmes horaires. Je pense que c'est là probablement l'origine de ma réflexion sur l'accompagnement, parce que j'avais une conception de l'enseignement déjà qui était a posteriori, mais c'est maintenant que je la réfléchis, bien sûr, qui était bien plus proche de l'accompagnement que de ce que moi j'avais eu comme enseignement, par exemple au conservatoire. D'accord. Voilà ce que je peux donner comme base. Oui, bah, d'accord. Donc ce que j'entends, c'est que, finalement, c'est par la musique, finalement, que vous êtes venu à l'enseignement, et que vous ennuyiez à l'école, en fait, hein? C'est ce que vous m'avez Oui, dit. oui, Et oui. est-ce que, je vais poser ça, vous naturellement, sentez-vous libre de me répondre ou pas, mais est-ce qu'à l'époque, on vous avait diagnostiqué au potentiel intellectuel déjà? Ou ça on en parlait moins déjà? Ou quelqu'un d'atypique qui finalement sort court et trouvait sa joie dans la musique ou pas du tout? Ou ça a jamais Non, été posé? non, on m'avait absolument pas diagnostiqué, c'était pas du tout dans l'air du temps, pas Je du sais. tout. J'étais une élève assez taciturne. Euh, voilà, à partir de la sixième, j'étais déjà plongée dans ce qu'on appelle l'adolescence avec tous ces tourments. Donc j'écrivais pour dire un peu la profondeur dans laquelle je me suis réfugiée. J'ai écrit, comme beaucoup l'ont fait, un journal intime, et je me suis réfugiée dans mon journal intime. Voilà. Et donc pour moi l'école c'était 5 heures, 6 heures où j'épiais et je regardais, je retenais tout ce que j'allais pouvoir écrire le soir. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord, OK. Et alors aujourd'hui, vous avez un doctorat, en sciences de gestion, Non, heu, en sens de en l'éducation. sciences de l'éducation, pardon, je Oui. regrette. Donc en sciences de l'éducation, heu, à quel moment vous l'avez passé? Vous l'avez passé finalement plus tard, c'est ça? Bien plus tard? Oui, oui, bien plus tard, parce qu'en fait, après avoir conduit donc parallèlement mes deux activités d'enseignement, j'ai continué ça à peu près jusqu'à à peu près mes 33 ans. Et à mes 33 ans, en gros, autour de cette date-là, il y a une véritable rupture, puisque j'ai quitté l'enseignement du collège, collège, lycée et école normale, parce que j'étais devenue aussi prof Mmh. d'école normale. Ah Et dis j'ai donc. quitté le conservatoire, j'ai quitté la flûte, la pratique de la flûte, j'ai divorcé aussi, et je me suis retrouvée à Paris dans les années 80 avec un nouveau couple et une nouvelle activité. C'est que à la fin de toutes ces années de musique, j'ai vraiment eu l'impression j'étais passée à côté de quelque chose, que j'avais pratiqué la flûte, que j'avais essayé d'accompagner des enfants à exprimer leur musicalité, mais que j'étais passée moi à côté de quelque chose. Et ce quelque chose, c'était la voix. Et donc pendant 3 ans, avec euh, dans un au cours d'un enseignement qui était à l'époque qui était très connu, c'était le Royal Théâtre. Et j'ai travaillé pendant 3 ans de manière très très assidue avec eux. Et après, j'ai accompagné des personnes alors, sur Paris. C'était le mot que j'ai employé. J'ai accompagnement des personnes à partir de la voix, du souffle et du corps. J'accompagnais des personnes à retrouver, j'ai envie de dire, leur ampleur. Voilà, c'était des personnes qui, pour d'une manière ou d'une autre, se sentaient un peu ne remplissaient pas ni leur vie, ni leur corps, ni leur présence, ni leur couple, et qui venaient chercher quelque chose d'autre. Et donc, par ce travail de voix, de souffle et de corps, je les accompagnais à retrouver cette présence à elles-mêmes et ce que j'appelais moi l'ampleur. Voilà. Mmh. Et donc ça a duré encore de nouveau à peu près une vingtaine d'années. En fait, dès le jour où j'ai
décidé de proposer cet accompagnement, ma semaine a été pleine. J'étais sur Paris, peut-être que et puis c'était une époque, les années 80. J'ai commencé à mettre en place des week-ends de formation. C'était plein également. Il y avait vraiment une très 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 grande demande dans ce genre de travail. Quelquefois, on appelait ce travail de l'art-thérapie. Je me suis jamais reconnue derrière ce titre. On appelait aussi ça parce que c'était dans l'air du temps du développement de la personne, parce que c'était issu de Carl Rogers. Pour moi, c'était plutôt, effectivement, c'était un développement de la personne, mais avec quelque chose d'autre qui dépassait peut-être une dimension psychologique. Voilà. Enfin, tout ce travail-là, je l'ai mené en fait avec mon nouveau compagnon pendant une vingtaine d'années. Et après avoir travaillé en Bretagne, nous nous sommes installés après avoir travaillé à Paris, nous nous sommes installés en Bretagne, où là encore, nous accueillions des personnes de toute la France, mais aussi de Hollande, de Brésil, d'Allemagne, de Ouagadougou, de Suisse, d'Espagne, et pour des formations qui en grande partie, en tout cas les formations qui me concernaient, étaient autour de ce qu'on appelle l'art-thérapie, bien que je dis tout de suite que je ne m'y reconnaissais pas tant que ça. Mais c'était le mot qui permettait de venir à travers la voix, à travers le corps, le tai chi par exemple, la sculpture, la peinture, de découvrir c'était des formes d'expression de soi et de découvrir de nouveau une ampleur et une forme de présence, quelque chose qui me demandait à grandir en soi et qui ne trouvait pas dans les activités ordinaires à grandir. Et donc, tout ça m'a conduit jusqu'en 1995. Et en 1995, de la même façon que, à un moment donné, j'ai fait le tour de la musique et j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose et je me suis dirigée vers la voix, eh bien, en 95, j'ai eu besoin de sortir à nouveau de ce milieu-là. J'avais l'impression de me rabâcher déjà. J'avais l'impression que les personnes, dès que je disais quelque chose, les personnes me comprenaient. Je dis c'est pas possible qu'on me comprenne alors que moi je suis si obscure dans ce que je tente de dire. Et je dis il faut que je sorte de ce milieu, de cet univers. Et j'ai repris à mon compte une phrase de Foucault que je vais restituer approximativement, qui disait il y a sûrement d'autres moyens, des moyens de penser autrement. Voilà, c'est ça à peu près cette phrase. Il y a sûrement des moyens de penser autrement. Et c'était ça ma quête. Il fallait que je trouve un moyen de penser autrement que je le pensais. Et donc, à un moment donné, je me suis mis en quête de ce lieu où je pourrais développer une autre forme de pensée. Et c'est par le hasard d'une conversation qui se tenait à un bout de table et qui ne me concernait pas que j'ai entendu parler d'université. Bien sûr, je connaissais l'université, mais c'est là qu'il y a eu un déclic. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, parce que là, on va me donner une méthode et surtout, on va pas se satisfaire de ce que je vais dire. On va me dire, mais pourquoi tu le dis? Et d'où tu tiens ce que tu dis? Voilà. Et donc, c'est là que je suis partie en université. J'ai commencé par un diplôme à DUFA, un diplôme universitaire de formateur d'adultes, où je me suis trouvée déjà bien accompagnée puisque je suis allée moi-même chercher l'accompagnement Jean-Pierre Boutinet à Angers, même si ce DUFA était à Rennes. Ensuite, j'ai continué avec Gaston Pinault à Tours pendant 2 ans autour des récits de vie, des histoires de vie et de l'accompagnement. C'était à l'époque un DESS, maintenant on appellerait ça un master sur sur l'accompagnement. Voilà. Et puis après, j'ai continué, j'étais encore accompagnée par Jean-Pierre Boutinet à ce moment-là. Et ensuite, j'ai continué par le master de recherche et la thèse à Nantes avec Michel Fabre. D'accord. Et c'est donc, ma thèse, elle a été soutenue en décembre 2003. Voilà. D'accord. Mais au préalable, donc vous parliez de 95, c'est au moment où vous avez déjà sorti Le son du silence, en fait, c'est ça? Vous commenciez déjà à écrire, en fait. Oui. D'accord. Le son du silence, c'était votre premier ouvrage publié ou vous en aviez déjà publié en premier? J'avais écrit déjà un ouvrage avec mon mari, enfin mon deuxième compagnon, qui s'appelle
Le chant sacré des énergies, Ah voilà, oui, je d'accord. cherchais le titre, voilà, qui en fait est un travail de entre le monde, le système de l'acupuncture, puisqu'il était acupuncteur, et le système de la musique. Il y a l'hypothèse, c'est il y a concordance, et ce sont deux mondes de vibrations qui peuvent s'éclairer mutuellement. Voilà. Et D'accord. ensuite, le son du silence, en fait, c'est venu clôturer tout mon travail de voix. Je l'ai édité vers 95, effectivement. 95, effectivement, Ouais, chez Dervy. Voilà. voilà, c'est ça. D'accord. En 2002, il y a Recommencer à vivre, crise, reprise et rencontre. Oui, Là, c'était encore quelque chose d'assez sur la personne, en fait, en elle-même. C'est ça, en fait? en fait, c'est ce qui m'a mis en lien avec l'accompagnement, parce que c'était le sujet de mémoire accompagné par Jean-Pierre Mmh. Boutinet, que j'ai soutenu pour à la fin de mon DESS, donc master professionnel à Tours. Et en fait, tout mon travail consistait à étudier des récits de vie, et notamment le récit de vie d'un jeune homme qui, euh, qui après un licenciement retrouve le courage de la reprise. Parce que en fait, tout ce travail-là était pour moi dicté par une phrase que j'avais trouvée chez Bachelard, qui est: Mmh. comment, quand on a touché le fond, retrouve-t-on le courage de la reprise? Et donc j'avais écouté ce jeune homme me raconter comment, après un licenciement qui l'avait vraiment bousculé, il avait pu retrouver le courage de la reprise. Et en fait, il me dit en permanence, pour faire pour ce genre d'événement, pour ce qui m'est arrivé, il faudrait que je sois accompagnée. Mais les infirmières viennent me piquer, elles ne m'accompagnent pas. À l'époque, la NPE me contrôle et ne m'accompagne pas. Mmh. Ma famille, elle est trop proche pour m'accompagner. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on appelle accompagner, et qu'est-ce qu'on fait sous ce nom-là, puisque tout le monde en parle, si on n'accompagne pas ces gens-là? Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a ensuite entraîné vers la thèse. Qu'est-ce D'accord. qu'accompagner veut dire? Alors, je voulais vous poser la question plus tard, mais je vous la pose maintenant. Finalement, quels conseils pourrions-nous donner aux personnes qui vivent des crises, des traumatismes comme ça? Est-ce que vous en avez, vous, retiré de vos enseignements quelques tips comme ça, qu'on pourrait avoir, ou quelques pistes? Voilà. Alors, c'est pas en forme de conseil, certainement pas, mais parce que en fait, ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. Ce que ce garçon m'a appris, c'est que il avait besoin de parler. Il avait besoin d'un lieu où il puisse dire ce qui l'animait, ce qui le traversait. Et des professionnels qui écoutent vraiment, eh bien, c'est pas que ça soit difficile à trouver, mais c'est que ces professionnels sont souvent inscrits dans des dispositifs où le temps d'écoute véritable est difficile pour eux. Mmh. Mais c'est de ça dont chaque personne a besoin. Un lieu où ils peuvent dire, où ils peuvent se dire, ils peuvent raconter sans qu'ils soient jugés, sans qu'on vienne leur donner des conseils, sans qu'on vienne leur dire, ben, à votre place, voilà ce que je vous conseille de faire, ou voilà ce que vous devriez faire. Voilà, c'est un lieu où ils puissent déposer leurs paroles, et quelqu'un qui les écoute et qui les amène ensuite à déplier le vécu qui est compacté dans les mots, parce qu'au début on est rétréci dans la souffrance, rétréci, oui, oui, vraiment compacté, et donc il faut des personnes qui écoutent pour nous aider à décompacter notre vécu. Voilà, et en fait en le décompactant, on donne à la personne, on lui donne la possibilité de s'entendre. Voilà. Et donc l'important, c'est de pouvoir dire et de s'entendre dire ce qui nous amène devant quelqu'un d'autre. Et ça, justement, cette personne, ce jeune homme qui s'appelait Gaëtan, il a un jour rencontré une psychologue qui l'a vraiment écouté et qui lui a dit: écoute, tu peux te suicider, puisqu'il avait fait une tentative de suicide, tu peux te suicider si tu as envie, mais tu peux aussi faire bien autre chose. Voilà. Et il a dit: elle ne m'a pas jugé, elle m'a simplement ouvert des portes que je n'osais pas ouvrir moi-même, et elle m'a écouté. Voilà. Et c'est ce qui a été déterminant pour lui. Et je continue à dire, à soutenir qu'effectivement, la base même de l'accompagnement, c'est l'écoute.
Après, effectivement, tout ce dépliage, ça demande aussi des compétences particulières, comme D'accord. celle de l'écoute. Alors, aujourd'hui, vous faites figure de référence au regard du concept d'accompagnement. Vous publiez énormément, vous formez beaucoup d'accompagnants aussi. Heu, c'est c'est tout ça part, de votre ouvrage finalement, qui était, Accompagnement, une posture professionnelle spécifique, c'est ça? Qui vous a valu Oui, la une reconnaissance, ouais, finalement de la profession, voilà. Puis c'est un ouvrage, oui, encore très très populaire, très connu oui, oui, et oui, voilà. oui, absolument, oui, oui. Ouais, En ouais. fait, c'est l'ouvrage qui a été édité à partir de ma thèse. Donc, c'est pas l'édition de la thèse, hein, on ne fait jamais Oui, ça, oui. mais Non. voilà, c'est un ouvrage. Et en fait, il est paru à un moment où, socialement parlant, c'était la grande actualité. Voilà, et c'est ce qui lui a donné probablement le fait qu'il continue à être une référence, mais surtout qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de demandes d'accompagnement. Et en fait, depuis cette année 2003, j'avais commencé un peu avant, depuis les années 2000, mais depuis, je ne cesse d'être interpellée pour agir auprès des professionnels de l'accompagnement et dans tous les secteurs, l'éducation, la formation, bien sûr, mais aussi la santé, le travail social, l'orientation, le conseil. Ce sont des domaines enfin des secteurs professionnels qui demandent toujours, plus de 20 ans plus tard, demandent toujours à ce qu'il y ait des formations pour leurs professionnels. Mmh. Oui, oui, le secteur social et médico-social est très demandeur dans ce domaine, effectivement, voilà. Hem et puis au moment où vous sortez finalement, l'ouvrage qui est dont on vient de parler, qui est issu des travaux de votre thèse, on est aussi en plein essor, finalement, de toutes ces pratiques d'accompagnement. Le coaching est émergent depuis 2-3 ans en France. Exactement. Le mentorat, on commence à en parler, même si pas beaucoup de gens, parlent pas suite au développement finalement au Canada et on commence à voir ça arriver en Europe. Donc voilà, donc on a toute cette phase-là. Alors, vous vous avez, aussi, on en parlait, finalement d'un de vos derniers ou le dernier peut-être qui est, guide, mentor, conseil, coach. Comment en est-on arrivé là? Alors cette société d'accompagnement, comment on en est arrivé là finalement? C'est quoi Alors, votre analyse? en fait, pour la petite histoire à la chronologie, comme je venais comme je viens de vous dire, j'ai Mmh. donc accompagné des professionnels à réfléchir à ce qu'accompagner veut dire dans tous les secteurs. Et au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit, il est temps maintenant de transmettre tout ce que j'ai dû apprendre à leur côté pour les accompagner dans leur propre formation. Et donc il y a eu un ouvrage qui est paru d'abord en 2016 et puis deuxième version en 2020 chez Par de Bock et qui s'appelle La démarche d'accompagnement. Mais Mmh. j'avais commencé avant cet ouvrage-là, j'avais commencé ce qui va faire le propos de l'ouvrage que vous venez de citer, c'est-à-dire une société d'accompagnement, coach, mentor, comment en est-on arrivé là? Heu, En fait, j'avais cette idée depuis la fin de ma thèse que l'accompagnement n'était pas dû simplement à un contexte socio-économique, socio-politique des années 2000. Certes, il a été configuré à ce moment-là, mais que la preuve, il venait de plus loin parce que il faisait appel notamment à la maïeutique de Socrate, par exemple, mmh et je mh. me suis dit, en fait, l'accompagnement arrive là comme un produit qui a été configuré depuis peut-être très longtemps. Et j'ai remonté le temps comme ça pour essayer de comprendre comment l'accompagnement, par exemple, accorde autant d'importance à l'écoute et surtout à la parole, au langage. Comment la parole, comment on accompagne à l'intérieur de dispositifs. Et donc, j'ai remonté le temps pour essayer de comprendre, comprendre la montée de l'accompagnement et sa configuration aujourd'hui. Donc, ça a donné l'ouvrage dont vous avez parlé, une société d'accompagnement en 2021, je 21, crois. 21, ouais, Voilà, 21, c'est ça, ouais. voilà. C'est ça, au printemps 2021. Et puis le dernier, il y en a un qui est sorti au mois de février de cette année, chez De Bock de nouveau, qui s'appelle Accompagner la problématisation des situations professionnelles. D'accord. En fait, à un moment donné,
il se trouve que depuis quelques années, j'anime avec un collègue, Patrick Robot, j'anime des formations à l'analyse de pratique. Et donc, c'est au cours de ces formations que j'ai progressivement forgé l'idée qu'il y avait une nécessité de reconsidérer l'analyse des pratiques du point de vue de l'accompagnement. Donc, comment accompagner, comment mettre en place de l'analyse de pratique avec une posture d'accompagnement. Donc, l'élément principal, c'est que ce qui se pratique beaucoup depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est que dans les analyses de pratique conventionnelles, je veux dire, une personne expose une situation et c'est le groupe qui analyse. Et donc, à partir du moment où l'éthique de l'accompagnement, c'est la seule personne qui sait, c'est le sujet, c'est celui qui a vécu, il fallait renverser un petit peu les choses. Et donc, j'ai renversé les choses et structuré la démarche autour de la démarche de problématisation. C'est-à-dire que la seule personne pour qui cette situation fait problème, c'est celle qui me raconte la chose. Voilà. Et c'est elle qui a combiné ça en forme de problème et c'est la seule qui va pouvoir me dire, déplier. Enfin, je vais pouvoir l'accompagner à déplier aussi le vécu lié à une situation particulière. Voilà, D'accord. donc ça a donné, ça m'a accompagné moi-même à développer, pendant le dernier confinement, à développer ce travail d'écriture. D'accord. Pour que je comprenne bien, on parle bien, naturellement de groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui Oui, sont quasi obligatoires, en tous les cas oui. mis en place dans tout ce qui est médico-social. Mais par rapport à votre approche, on connaît d'autres approches type Balint et cetera. Par rapport à votre approche, vous dites effectivement, c'est la personne qui amène le sujet qui doit déplier le sujet, et on l'aide à ça. Quelle est l'interaction du groupe finalement? Parce que dans les analyses de pratique, notamment dans le médico-social, c'est beaucoup des groupes. C'est pas, on n'a pas les moyens de faire du coaching ou de l'accompagnement individuel. Alors, quelle est votre approche un peu par Alors, rapport à ça? le collectif qui se constitue, donc Mmh, bon, je vais pas forcément ouais, bien sûr. détailler pourquoi je suis passée de groupe à collectif, mais dans le collectif, ils s'auto-organisent ou ils se co-organisent en donnant avec différentes fonctions, mais surtout, la fonction principale de ce collectif, c'est de questionner la personne, c'est-à-dire il va s'emparer de la maïeutique, d'un art du questionnement, pour un art du questionnement qui questionne non pas pour obtenir des réponses, mais pour développer du questionnement, c'est-à-dire pour produire du questionnement chez la personne. C'est la particularité de la problématisation, justement, et c'était aussi déjà chez Socrate, à travers la maïeutique. Donc, questionner, non pour obtenir des réponses, mais pour produire du questionnement chez la personne. Mmh. Donc, les personnes qui participent à ce collectif doivent acquérir une compétence qui est loin, loin, loin d'être facile. C'est la capacité à poser des questions qui ne soient pas déjà conditionnées par l'idée que je me fais de ce que l'autre vit. Voilà. Alors bien sûr, D'accord, il y a toujours une orientation, une hypothèse derrière, mais une hypothèse au service du sujet et non pas au service de sa propre compréhension. d'accord. Donc là, il y a un vrai apprentissage. D'accord. Donc là, nous sommes, au moment où va sortir cet épisode, nous sommes, dans le cœur du mois de mai. Hem, quelles sont votre actualité du moment et en particulier, est-ce que vous formez? Vous avez des cycles de formation qui vont démarrer pour ceux qui souhaiteraient se former à l'analyse des pratiques professionnelles ou à tout type d'accompagnement? Je sais que vous en faites, Alors, mais voilà. moi, je réponds à des sollicitations qui me sont faites, alors sur toute la France, j'ai envie de dire sur tous les pays francophones, Belgique, Suisse. Mmh. Actuellement, je travaille beaucoup en Suisse, Lausanne, Genève, Bienne, Fribourg, Belgique, Namur, Bruxelles. Je travaille aussi en Martinique. Bon, ça c'est lié, voilà.
Donc ça, je réponds à des sollicitations, c'est-à-dire la formation de professionnels dans les secteurs que j'ai cités Ouais. tout à l'heure. Ce sont des formations qui peuvent être d'une journée, de 2 jours, 3 jours. Quelquefois, je m'inscris moi-même dans un dispositif plus large, hein, mais il y a une part qui est réservée à l'accompagnement. Donc ça, c'est une grande part de mon travail. Et puis il y a ces formations qui sont à l'analyse de pratique. Donc ça, Hum, c'est spécifique et que je co-anime avec Patrick Robot à Narbonne. Donc là, d'accord. on a juste avant le confinement, on avait régulièrement 6, 7 personnes qui venaient du Québec et puis des personnes qui viennent aussi de Belgique, de Suisse et de toute la France, même si Narbonne est loin d'être centrale. C'est clair. C'est clair. Ah ben, maintenant, vous êtes perpignanaise, hein, c'est ça? Vous êtes dans la région de Oui, Perpignan. Voilà, vous oui. avez quitté votre Normandie, et la région parisienne pour être dans le vous rapprocher du sud de la France, voilà. Même si vous En voyagez fait, beaucoup, quoi, en fait. En fait, j'ai vécu 30 ans en Bretagne, en 30 ans en Normandie. Ouais, L'épisode de Paris, c'est 3, 4 ans. Et puis 30 ans en Bretagne. Voilà, 30 ah, ans en Normandie, 30 ans en Bretagne. Et maintenant, je suis là. d'accord. Je suis D'accord. là. Vous avez vous avez vous avez quitté, l'océan pour la Méditerranée, voilà. Voilà, et un ciel bleu, si possible, et Oui, plus de soleil. un Et peu plus de vive là. soleil. D'accord. Dans votre parcours, est-ce que vous vous souvenez finalement d'une rencontre qui a compté dans votre cheminement personnel ou d'une rencontre, une parole, quelque chose, qui vous a marqué finalement, et qui vous avez cité beaucoup de personnes qui vous ont marqué là dans les années, au moment où vous avez décidé de retourner à l'université, mais antérieurement, est-ce qu'il y a eu des moments comme Bon, ça de rencontres? des rencontres, il y en a sûrement. Mais celle qui me vient tout de suite, là, celle qui me vient tout de suite, c'est celle de Michel Fabre. En fait, ce qui est amusant, c'est que quand j'étais professeur à l'école normale de Saint-Lô, Michel Fabre était mon collègue. Il était prof de philo. Et puis on s'est perdu de vue pendant à peu près 20 ans. Et c'est Jean-Pierre Boutinet qui m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un à Nantes qui pourrait bien t'accompagner pour une thèse. Il s'appelle Michel Fabre. Et j'ai donc retrouvé Michel Fabre là. Mais si je voulais si je dis que c'est une rencontre marquante, c'est que euh, quand j'ai fait ma thèse, j'avais déjà le projet qu'une fois la thèse soutenue, je travaillerais à ce qu'elle soit éditée. Mais je ne savais pas pourquoi. Pour moi, c'était impératif, sans que je mette des mots sur cette côté impératif là. Et lorsque j'ai remis l'ouvrage à Michel Fabre, il m'a dit ah enfin un geste abouti. Et là, je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est ça que je souhaitais, l'aboutissement du geste, parce que toute la réflexion de la thèse, de la soutenance, l'écriture même de la soutenance, c'est une chose. Enfin, l'écriture de la thèse, c'est une chose. Mais le geste abouti, c'est la délivrance, en fait. C'est le moment où on lâche le livre, pour que la chose puisse être partagée, critiquée, contestée, mais aussi réfléchi pour évoluer. Il y a des personnes qui m'ont dit ah je me sers de ton schéma là, c'est super. Je fais, tu sais ce que je fais avec et voilà. Et je me suis dit bah non, j'avais pas pensé voilà. Donc c'est cette phrase là qui est importante pour moi. Et maintenant je sais que lorsque j'écris quelque chose, je recherche l'aboutissement voilà ou d'une gestation. D'accord. Ça vous a apporté ça. Merveilleux. Merci pour cette précision. Hem, heu, vous l'avez dit, une activité chargée. Je vous remercie encore du temps que vous me consacrez ce matin et on a vu l'un et l'autre combien c'était pas finalement simple, d'ajuster nos agendas puisqu'on Oui. devait se voir à Paris une première fois. On avait déjà eu du mal à trouver cette date sur Paris qui était assez tardive par rapport à notre première prise de contact. Des impératifs de transport, m'ont empêché ce jour-là d'arriver jusqu'à vous, donc on a reporté et puis, Mm. aujourd'hui nous avons décidé de le faire de cette manière. Vous avez donc beaucoup d'activités, vous l'avez dit, vous voyagez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous êtes beaucoup sur, la Suisse, voilà, entre autres, mais aussi sur, toutes vos activités. Comment est-ce que vous gérez votre énergie finalement? Alors, en fait, je ne sais pas si c'est particulier, mais
plus je travaille, plus je suis en forme. Avec une forme de travail particulière, le travail que je fais à la maison où je recherche, je peaufine la recherche d'un mot, la recherche d'une précision dans le concept, ça me travaille. Quelquefois, ça me fatigue aussi. Mais quand je travaille en formation, l'interaction me nourrit énormément. Et je peux être le matin relativement fatiguée. À 5 heures du soir, je suis guillerette, voilà, remonter comme un coucou. Et quand j'enchaîne toutes les formations les unes après les autres, même si j'ajoute des heures de train, parce que il y a la journée de formation et les heures de train à la fin pour arriver le lendemain ailleurs, eh bien, quand je reviens, ce qui a été le cas au mois de mars, au bout de 3 semaines de ce régime-là, je suis revenue. D'ailleurs, ce sont les amis qui me l'ont confirmé. Je suis revenue en pleine forme, en meilleure forme que lorsque je suis partie un mois plus tôt. Voilà, 3 semaines plus tard. D'accord. Voilà. Oui, vous nourrissez finalement de l'énergie du groupe et des interactions, en fait, c'est ça? Oui, oui. Mais pas seulement, puisqu'en fait, la recherche aussi à la maison, quand je construis un diaporama, mais je peux passer 3 jours ou 4 jours sur un diaporama qui va passer en 20 minutes, une demi-heure, pour la recherche du fil conducteur, de ce qui va être le plus formateur dans l'enchaînement des idées, le choix d'un mot, le choix d'une formule, d'une expression, d'une citation, voilà. Ça me prend beaucoup de temps, mais ça, j'aime beaucoup ça. Et j'aime avoir ce temps-là, justement. C'est ça qui est la richesse de mon temps aujourd'hui, qui était une retraite active, c'est justement de pouvoir alterner cette phase où je vais par monts et par baux, et puis ces moments où je me pose, et là où je prépare la suite. Voilà. Une retraite très active. Mais l'amour du mot juste me renvoie naturellement, et je renvoie nos auditeurs, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, à l'épisode avec Yves Richesse, qui est devenu un passionné des mots et qui travaille. Encore une rencontre magique. Oui, c'est ce que il dit la même chose de vous d'ailleurs. Hein, ah oui, mais je n'ai jamais oublié la manière dont on s'est rencontrés. Oui, c'était. Mais bon, voilà, ça vous appartient. Mais effectivement, c'est une rencontre qui l'a marqué, et j'entends je retrouve les mêmes finalement intonations lorsque vous parlez de passer des heures et des heures sur un mot pour trouver le mot juste et bien adapté. Et ça me renvoie finalement à l'épisode avec Yves qui dit exactement la même chose et qui continue d'ailleurs à être passionné finalement du mot juste et de son étymologie, et qui peut passer des heures à aller décortiquer un mot. Voilà. Ça me renvoie à ça finalement. Je retrouve à peu près la même chose dans votre quotidienneté, puisque là j'ai entendu que finalement le travail de recherche, mais aussi le groupe vous nourrissait. Dans votre quotidien, vous avez aussi des rituels quotidiens ou des choses comme ça, comme certains peuvent avoir, de se lever à telle heure le matin, faire de la méditation, des choses comme ça, ou pas du tout? Yves faisait du kung-fu, lui, à une époque. Oui, j'ai un rituel, mais peut-être allez-vous être étonné parce que on n'en dit pas forcément que du bien. Mais le rituel, c'est que après le petit déjeuner du matin, la première chose que je vais faire, c'est d'aller ouvrir mon ordinateur, et après quelques visions de la boîte mail et de ce qui peut m'attendre en termes de réponse, je vais tout de suite sur Facebook. Et ça fait maintenant 8 ans à peu près que tous les matins, je publie de 5 à 7, je fais 5 à 7 publications. Ce sont ou des citations ou des poèmes. C'est rarement, quelquefois des extraits d'un de mes ouvrages, par exemple, mais c'est pas le plus fréquent. C'est très souvent, j'ai besoin d'être en accord en accord très intime avec ce que je publie, tout en me racontant pas. Je me raconte pas. Mais par exemple, ce matin, j'ai un ami qui habite à Delhi, en Inde, et qui a publié une phrase sur la réflexion. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Ça me va bien aujourd'hui, réfléchir, penser. Donc en fait, j'ai publié 6 ou 7 publications autour de l'idée de penser, de réfléchir, avec des citations de Marguerite Yourcenar, etc. Voilà. Et donc ça, c'est mon rituel. C'est le rituel où à la fois, je me demande avec quoi je suis en résonance, et
avec quoi quelle résonance je vais proposer aux personnes avec qui je suis en lien. Voilà. D'accord. Et bon, il y a des personnes, les commentaires quelquefois sont nombreux, mais bon, ça reste des commentaires qui très souvent sont superficiels. Néanmoins, dans dans tous ces dialogues-là, dans tous ces échanges, il y a quelquefois, ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui ont dit les mots que vous avez publiés hier, ce sont les mots qui m'ont aidé à vivre. Voilà, ça m'est arrivé C'est 4 ou su 5 fois ça. c'est Voilà. ch c'est beau. Vraiment, Oui, franchement, ça donne du voilà, sens donc un finalement. rituel. Le rituel Facebook, bah oui, bah voilà, pourquoi Voilà, pas après tout. Heu, voilà. On peut en faire quelque chose. d'accord. Bah écoutez, merveilleux. Hem, Aujourd'hui vous êtes, nous sommes à distance, vous êtes à Perpignan, si vous n'étiez pas là, où aimeriez-vous être? Ah, j'ai un grand besoin de me replonger dans les voyages. Bon, le dernier voyage, c'était en janvier 2020 en Inde du Sud. J'ai un très grand désir de retourner une troisième fois en Inde, l'Inde ou le Sri Lanka, mais l'Inde du centre cette fois-ci. Ça, alors j'aimerais pas y vivre. C'est pas un lieu où je pourrais y vivre. C'est pas que j'aimerais pas, mais c'est que je ne pourrais pas y vivre. Mais m'immerger dans la culture indienne, dans la population indienne, dans la vie indienne, ne serait-ce que 15 jours, je marche à 10 centimètres du sol pendant je ne sais combien de temps. Et rien que d'y penser, j'ai toute une musicalité, même la musique des klaxons et de la rue, hein, ça fait Mmh. partie c'est très vivant, c'est très bouillonnant là. Et il y a quelque chose qui me touche à travers, voilà, à travers les voyages en général et tous les voyages en Asie. D'accord. Parce que voilà, je suis allée en Birmanie, en Cambodge, en Vietnam et franchement, Thaïlande aussi. Mais bon, j'avais peut-être pas trouvé la même profondeur qu'en Inde. Voilà. C'est lié à quoi? À la dimension spirituelle? Il y a quelque Oui, chose de ce probablement. registre-là? Oui, Ouais, probablement. Oui, oui. En qui Birmanie aussi. Ouais. d'accord, En qui vous Birmanie, on voit les gens prier dans la rue. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une dimension spirituelle qui ne se cache pas. mmh, Voilà. ce qui est Mm. pas forcément le cas dans nos sociétés occidentales finalement. Voilà. Ouais, d'accord Mm. et d'accord. Merci pour tout ça. Hem, on va bientôt arriver au terme de l'émission. J'ai quelques questions comme d'habitude un petit peu rituelles. Si vous aviez un ouvrage à me recommander, lequel serait-il? Et pas qu'à moi d'ailleurs, hein, à tous nos auditeurs, Oui. parce que je sais que Alors, nos auditeurs, moi j'ai eu des retours, sont assez friands de ces conseils de lecture. je ne sais pas si c'est un ouvrage à recommander, mais c'est l'ouvrage si on me demande de citer un ouvrage comme ça à brûle pour point, je parle pratiquement toujours de Citadelle. Citadelle de Saint-Exupéry. Mmh. Je l'ai lu une fois, deux fois. Je fais souvent des citations extraites de Citadelle. C'est un livre qui m'a vraiment nourri, alors que c'est un livre qui a été édité après sa mort et qui n'a pas achevé lui-même. Mais ça reste mystérieux pourquoi cet ouvrage-là m'interpelle. D'accord. Effectivement, on a eu plusieurs, personnes invitées à ce micro qui nous ont cité Le Petit Prince forcément, mais Citadelle, bah non, c'est une première, Oui, donc non, c'est magnifique. Citadelle. Oui. D'accord. Dernière question, qui me recommanderiez-vous d'inviter à ce micro? Oh, spontanément, puisque je l'ai cité à plusieurs reprises, Ouais, je vais citer Michel Fabre. voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Qui est nantais, c'est ça? Alors, il habite à Nantes, mais il a une résidence à Nantes et il réside aussi au fin fond de la Bretagne, du côté de D'accord, Brest, quelque part par d'a là, le d'accord. Ouais. Finistère. Donc c'est bien quelqu'un qui est de l'ouest alors, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Maëléa, d'être venue à notre micro. Merci pour le temps passé, merci pour le temps consacré. Vous avez le mot ou les phrases de la fin, finalement, quelles seraient-elles si vous aviez un message à laisser à nos auditeurs? Ah, alors je ne sais pas si c'est une phrase, c'est plutôt la pensée qui m'a animée ce matin.
D'abord, peut-être que je vais un jour écrire encore un dernier ouvrage. À chaque fois, je pense que c'est le dernier ouvrage sur l'accompagnement et l'art du questionnement. Et en fait, à partir de cet ouvrage-là, j'ai pensé, parce que je suis beaucoup interpellée sur des conceptions de la formation, notamment la formation des adultes, formation professionnelle, et interpellée au sens où trop souvent, il y a une recherche d'outils. On veut des outils, on veut des kits de survie, on veut des boîtes à outils. Et c'est quelque chose qui m'angoisse, cette demande-là. Et je me suis dit, il faut que je puisse remonter des outils aux techniques, des techniques à l'art. Et en fait, il faut remonter jusqu'à l'éthique des choses. Parce que si on touche à l'éthique et aux valeurs et à la philosophie, alors on peut... De là découle la méthodologie, les principes, les fondamentaux, et de là découle l'art et les techniques et les outils. Il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Et donc, parce que ça, c'est la question du sens, de pourquoi je me forme et à quoi je me forme. C'est cette question-là qui m'habite actuellement. Voilà. En tout cas, c'est celle qui m'a habité ce matin. Magnifique. Merci beaucoup, bonne continuation et puis chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Au revoir Maëla. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up,